Bienvenue à tout le monde. On avait une petite panne technique là. Ça nous fait plaisir. On a du beau monde aujourd'hui et puis un monde très spécial. Bienvenue à notre table ronde. Et comme on vous a annoncé, maintenant on va en faire deux par mois. Le deuxième et le quatrième mercredi du mois. Parce que à la demande de beaucoup de monde, ils voulaient qu'on touche des sujets nettement plus personnels que les sujets génériques communautaires. Et nous, ça nous fait plaisir de pouvoir accommoder. Et il y a toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas ouvert comme tout le monde. Parce que c'est pas tout le monde sait parler, mais c'est pas tout le monde qui a envie de parler tout le temps. Mais parfois, on est obligé de parler. On doit parler si on veut chercher du travail. On doit parler si on veut rencontrer des clients. On doit parler si on veut vendre quelque chose. On doit parler si on est en famille. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, heureusement ou malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce qu'il y a des façons d'apprendre? Est-ce qu'il y a des possibilités d'apprendre pour pouvoir s'améliorer? On n'a pas toujours besoin de... Tout le monde n'est pas Barack Obama ou Martin Luther King, des grands orateurs de ce monde, mais il y a bien des façons de pouvoir apprendre à parler aux gens, à communiquer. L'essentiel, c'est que on puisse communiquer ce qu'on a envie de communiquer. Alors, on a trois invités aujourd'hui très spéciaux et très importants qui vont venir nous parler de leurs ressources, de ce qu'ils font, vraiment des méthodes spéciales. Comme vous savez, ici, tout le temps, on essaye de vous proposer des ressources qui existent ou des stratégies nouvelles pour essayer de régler les problématiques que les gens rencontrent tous les jours. Et on espère que de cette façon, on essaie un peu de réduire les écarts qu'il y a au niveau de l'accès des opportunités et le développement personnel et professionnel des gens. Je suis Rose Cathy Handy, comme vous savez, je suis directrice ici à Connecture Canada. Et il nous fait plaisir de recevoir aujourd'hui nos invités. Viovo, qui est à mes côtés, Madame Louise Blais, et puis Serge Paul, que je pense que dans la francophonie, on n'introduit plus. Mais ça nous fait vraiment plaisir de les avoir aujourd'hui. Tous les trois ont des rôles très différents, mais en même temps, les trois ont aussi quelque chose en commun. C'est que les trois offrent ou participent à vraiment une ressource très importante, une plateforme très importante ou des plateformes importantes qui existent, qui aident les gens à apprendre à communiquer un petit peu mieux. C'est vrai que le titre, c'était la timidité. Doit-on la vaincre? Parce que parfois, on essaye de changer les gens. On a des enfants qui sont timides. On pense qu'on peut subitement en faire des personnes différentes qui commencent à parler. Et la réalité, c'est que on n'a pas forcément besoin de les changer, mais on peut au moins leur apprendre à communiquer, à exprimer ce qu'ils ont exprimé. Alors, on va d'abord faire un premier tour de table où je vais vous demander de vous présenter, nous parler un petit peu de vous. Et de ce que j'ai appris tout à l'heure, c'est que c'est tout un icône que j'ai à côté de moi ici, là, qui est... je préfère te laisser expliquer aux gens un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure par rapport à ton historique. Qu'est-ce qui t'a fait atterrir dans la francophonie? Et puis de pouvoir faire des choses pour les francophones. Bonjour tout le monde, je suis Viovo. Je suis comme le cofondateur du Cercle Master. Le Cercle Master, c'est le premier cercle francophone il y a 24 ans à Toronto. Et le but, c'est d'améliorer la communication en français. Je crois que comme la timidité est venant de... on n'aime pas sortir les zones de confort. Et pour sortir de la zone de confort, il faut avoir un environnement amical pour pratiquer. Mais c'est le secteur master, c'est un francophone, c'est une place très bien pour pratiquer la langue française, pour communiquer effectivement en français et pour dans un environnement très amical, favorable. Et je profite de cette occasion de lire le but comme le but de Toastmaster.
C'est la mission d'un club Toastmaster. La mission d'un club Toastmaster est d'offrir un milieu d'apprentissage positif et aidant dans lequel les membres peuvent développer en toute confiance les connaissances en communication et service général comme soin et la connaissance personnelle. C'est très bien. Et à côté de moi, c'est le présidente maintenant, Louise Blair. Je veux qu'elle va expliquer plus de détails sur le secteur Toastmaster. Bien, moi, quand j'ai commencé au Toastmaster, j'ai fait... D'abord, je suis enseignante. Et à chaque fois que je passais, j'ai passé 3 entrevues pour Toronto School Board. Puis à chaque fois, je la manquais. Puis il n'y a pas à dire, je suis francophone, ils ont besoin beaucoup d'enseignants en français. Mais c'est parce que j'allais pas bien dans mes interviews. Et là, j'ai commencé à faire du Toastmaster. Et puis là, la lumière est arrivée. Il y a 15 ans, j'ai fait une interview à York District School Board. Et puis j'ai réussi à me faire, à avoir une position à temps plein comme enseignante à l'immersion. Ça, c'était extraordinaire parce que, justement, ça m'a donné la confiance pendant mon interview. Et c'est grâce à Toastmaster parce que j'ai commencé et puis j'ai trouvé des trucs. Dans notre club Toastmaster, on lance des questions à tout le monde et il faut répondre sur le champ, sur le sujet qu'on impose. Et puis ça te prépare très bien à une interview. Très, très, très bien. Alors, petit à petit, au début, dans notre club, on hésite et puis on devient de plus en plus habile à répondre aux questions. Okay. Alors, moi, je conseille à tout le monde qui veulent avancer, puis même moi, en tant qu'enseignante, maintenant, il y a une section d'évaluation dans notre club Toastmaster, puis j'évalue beaucoup mieux mes élèves de façon plus objective et puis on a des critères dans nos évaluations. Puis là, moi, j'amène ces critères-là dans mes évaluations, surtout quand les jeunes font des présentations. Là, j'ai toutes sortes de critères et puis ils savent pour atteindre tel niveau, il faut que tu fasses telle chose. Et puis c'est plus équitable à ce moment-là comme évaluation plutôt que d'avoir une évaluation subjective. C'est ça qu'on essaie d'éviter, c'est quand on se fait évaluer, c'est positif, la réflexion est positive, est constructive, je devrais dire. Ok, excellent. Ben, là, Serge, toi, tu es impliqué dans quelque chose de aussi exceptionnel. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? C'est un concept, ce que j'aime avec ce que vous faites, c'est que on connaît souvent ces concepts-là avec les anglophones, mais c'est vraiment exceptionnel de les avoir ici dans la région Toronto en français. C'est Franco Mike? Oui, c'est ça, Franco Open Mic, effectivement. Mais je voudrais revenir à ce qu'a dit vos deux invités avant. Moi, je suis arrivé à Toronto et au Canada il y a 19 ans. Et puis, venant de la France, il fallait que j'améliore mon anglais. Et puis, une des choses qui m'a facilité ça, c'est un chapitre Toastmaster à Toronto, où je suis allé en anglais par contre, parce que venant de France, j'ai pas eu besoin de trop pratiquer mon français, mais ça m'a vraiment effectivement appris à prendre confiance dans mon anglais et à parler en public. Moi, précédemment de ça, et je vais revenir après pour Frank Open Mic, moi, un de mes outils qui m'a aidé énormément, c'est le théâtre. Moi, je me suis découvert une passion pour monter sur scène et je suis passé à travers beaucoup d'ateliers au niveau du théâtre, que ce soit des ateliers d'improvisation, de mime, d'expression corporelle, d'utilisation de son corps et de sa voix comme un tableau en fait. Je dirais un peintre, il a élu son tableau. Quand on est sur scène, c'est vous qui êtes le tableau, qui est le frame. Donc c'est à vous, en fait, excusez-moi le mot en anglais, mais c'est à vous de vous mettre en place et mettre en avant et d'utiliser ça en fait. Donc en allant à ces différents ateliers, je me suis découvert déjà une passion pour la scène.
je me suis découvert une façon de parler différemment quand je suis avec un micro. Parce que si j'enlève mon micro, ma voix commence à partir à 100 km/h parce que c'est comme ça que je parle naturellement. Mais un micro me permet de ralentir ma voix, par exemple, et me permet de m'exprimer devant des gens comme si, je veux dire, ce ne sera pas vraiment Serge, mais ça sera comme un acteur, entre guillemets, qui va vous parler et qui va s'exprimer pour dire ses idées. Et puis, il y a 5 ans maintenant, pour revenir à ta question, à ce que tu mentionnais, Roscati, tout à l'heure, il y a Frank Open Mic qui s'est créé avec 2 personnes qui s'appellent Florian François et Cyril Mignotet, connu sous le nom de Kairis. Lui, il est chanteur et puis Florian est acteur, et ils ont voulu donner la chance à les artistes de la scène de se montrer sur scène. Et donc, une fois par mois, on a la chance d'avoir le Free Times Café et d'avoir 10 minutes sur scène. On s'inscrit à 7h30, puis à 8h, on passe, suivant notre ordre de passage. Et on peut faire du slam, de la poésie, de la chanson, du stand-up. Moi, maintenant, je fais du stand-up. J'essaye de faire rire, mais c'est pas toujours gagné. Mais donc voilà, c'est une façon aussi de pratiquer. Louise, elle vient aussi, elle joue très bon piano et elle chante très très bien, juste, mais je ne vais pas le dire, c'est un secret. Il faut juste le dire. C'est ça. Il y a des discours aussi. Oui, effectivement. C'est sa vie cachée, le super-héros le soir. Mais voilà, donc c'est aussi une façon de faire, d'utiliser des outils pour pouvoir mieux s'exprimer en public. Et on en parlera tout à l'heure, mais il y a 2 sortes de timidité. Et moi, je l'ai dit comme ça, il y a la timidité de parler en public ou de parler devant un comité qui va vous embaucher, et la timidité d'un premier rendez-vous avec une fille. C'est vraiment complètement différent, et on pourra en parler tout à l'heure. Ben justement, pour rentrer, avant d'arriver là, pour revenir encore juste un tour, quels sont les gens de personnes qui viennent dans les clubs Toastmasters? Qu'est-ce que vous voyez depuis 24 ans? C'est quoi le profil des gens qui viennent dans le Toastmasters? Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Pourquoi ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils essayent de vaincre. Les personnes venant de Toastmasters, ce sont des francophones ou des francophiles. Et les métiers sont différents. Quelques personnes sont les avocats, les avocates aussi, ou bien les directeurs de la banque, quelquefois, et les personnes qui travaillent dans les compagnies. C'est tout fait différent. Le métier, c'est tout différent, mais il y a un seul but, c'est d'amener la communication effectivement en français. C'est le but. Et à travers les 24 ans, j'ai vu beaucoup de personnes, les autres, les personnes, les francophones venant de la France, du Québec, comme Louise Blain, et les autres aussi, comme Cameroun, une personne venant de Cameroun, et des Afriques, pas français francophones, des Afriques. Et moi, c'est vietnamien, mais et quelques Chinois, quelques Japonais, mais c'est par variété d'origine Toastmaster. Et on a des métiers différents, mais on a un but commun, c'est améliorer la communication en français. Mais je voulais peut-être ajouter quel type de personne qui vient. Eh bien, c'est ça, comme Ron vient de mentionner, c'est que on vient au cercle au Toastmaster pour améliorer notre français. Et moi, auparavant aussi, je suis allée du côté anglais pour améliorer mon anglais. Mais il reste quand même que ça varie. Mais je dirais que la moyenne d'âge, ça dépend des dirigeants. J'avoue, parce que dans mon club Toastmaster, quand j'étais en anglais, j'étais comme dans la quarantaine à ce moment-là, et puis j'ai attiré plus de gens alentour de mon âge. Fait que là, j'espère, je suis rendue dans la cinquantaine, j'espère d'avoir des gens plus jeunes, parce que j'aime ça, l'interaction entre les générations. Alors, j'aimerais ça avoir des gens plus jeunes. Et puis, souvent, moi, je suis enseignante, je viens du Québec. Le français, c'est pas un problème. Mais il reste quand même que, puis même je suis enseignante, donc je suis habituée de parler en avant, mais il reste quand même que des fois je cherche mes mots parce qu'on est tellement immersé en anglais
que des fois, le mot anglais te vient à l'idée. Mais là, les Français, ils ont cette excuse-là parce qu'ils utilisent tout le temps des mots anglophones, puis c'est pardonné parce qu'ils se disent « Ah, on possède notre langue, nous, les Français. » Mais ceux qui viennent du Québec ou ceux qui viennent du nord de l'Ontario, on lutte vraiment pour la conservation de notre français. C'est pour ça qu'au cercle, on insiste pour qu'on parle en français constamment et puis qu'on trouve les bons termes aussi quand on parle. Ben, il y a combien? Est-ce qu'il y a plusieurs Toastmaster Club francophones? Toastmaster. Le cercle est le seul au centre-ville. On a un autre à Richmond Hill qui s'appelle Francophone. Et lui, ça fait à peu près 4 ou 5 ans que ça a débuté. On a collaboré pour l'ouverture de ce club-là. Parce qu'on a des gens francophones dans le nord, dans le GTA. Mais c'est le seul, le cercle, qui est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Tandis qu'il y a plusieurs Toastmasters, comme Revenu Canada, un Toastmaster en français, mais c'est fermé. C'est seulement ceux qui travaillent pour Revenu Canada ou pour la province de l'Ontario aussi. Je ne sais pas quel département, mais ils ont un autre Toastmaster, je pense que c'est dans la région Mississauga aussi. Ils ont un Toastmaster qui se rencontre vers midi, mais c'est un Toastmaster fermé. C'est seulement qu'avec les membres qui travaillent là. Donc, nous, on se rencontre le 2e et le 4e samedi de chaque mois, et c'est ouvert à tout le monde, et c'est sur le samedi. On se rencontre normalement à Ryerson. Et là, maintenant, on s'est présenté souvent à Choc FM, qui est sur le site de Toronto Ouest, l'école secondaire Toronto Ouest et Bloor et Lansdowne. oui, c'est Bloor et Lansdowne. Oui, tu dois connaître ça. Je connais ça par cœur. Alors, c'est ça. On est le seul vraiment ici à Toronto, et le deuxième, c'est celui à Richmond Hill. OK. Alors, toi, tu fais du théâtre. Et tu fais l'improvisation. Et puis, quels sont les gens, personnes que tu vois qui viennent souvent? Et puis, qu'est-ce qu'ils disent qu'ils veulent essayer de vaincre? Pourquoi ils s'inscrivent au-delà d'aimer les arts? Il y en a beaucoup, je dirais, qui viennent parce qu'ils veulent revivre ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, surtout au niveau de l'école secondaire. Il y a beaucoup de ligues d'improvisation et beaucoup de cours de théâtre qui sont offerts. Puis après, la vie vous emmène vers les études, vous emmène vers le travail, on n'a pas forcément le temps. Et puis à un moment donné, on se pose, on se dit, tiens, j'aimais bien ça quand j'avais 17-18 ans, pourquoi je n'y retournerais pas? Donc il y a cette catégorie-là. Il y en a d'autres qui vont venir parce que, encore une fois, au niveau du travail, ils ont besoin peut-être de s'exprimer devant leur équipe. Ils ont besoin de s'exprimer pour des forums, pour des congrès, ils ont un speech à faire, un discours, pardon, à faire très bientôt. Donc c'est une façon aussi de... Parfois les cours d'art dramatique sont moins onéreux, on va dire, qu'un cours professionnel business, entre guillemets. Donc on en profite, entre guillemets, de faire ça de façon fun en plus. Parce que voilà, on va apprendre de façon fun. Et puis il y a les artistes qui viennent, comme les sportifs qui vont à la gym pour se pratiquer, parce que ils n'ont pas forcément de concerts qui viennent, il n'y a pas forcément de théâtre qui s'en vient, il n'y a pas forcément d'improvisation qui les embauche en ce moment dans leur vie de tous les jours. Donc ils vont à des cours comme ça, ou à des ateliers comme ça, ou à des sessions gratuites comme Frank Open Mic, parce que c'est gratuit pour venir, pour avoir une occasion de se pratiquer, et comme aller à la gym, de faire ses pompes pour pouvoir garder ses muscles. On prend un micro, puis on s'habitue à garder cette compétence qu'on acquiert au fur et à mesure qu'on la pratique. Et ça fait maintenant 5 ans, parce qu'on a fêté les 5 ans le mois dernier, mais à chaque fois pour moi, je recommence et je remets sur le métier, comme disait Rabelais, je pense, mon espèce de tissu là pour pouvoir réapprendre et améliorer ce que je fais.
Mais c'est vraiment ce qu'on veut communiquer, parce que le but, c'est que les gens comprennent que même les plus grands orateurs qu'on croit ne s'improvisent pas. C'est des gens qui s'entraînent, qui pratiquent, qui vont apprendre comment communiquer, comment s'exprimer efficacement, comment justement gagner cette confiance. Parce que la plupart du temps, les gens qui ont du mal à s'exprimer en public, les gens qui ont du mal à communiquer pensent que parce qu'ils sont comme ça, tout est raté, tout est fichu et que il n'y a rien à faire. Vaut mieux juste rester dans ton coin. Justement, tout à l'heure, Serge, je recommence par toi. Tu parlais des différents cas de timidité. J'imagine que toi, tu en as vu à tous tes niveaux de profession, toute cette timidité-là qui généralement bloque beaucoup de personnes pour pouvoir avancer. Et puis, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est souvent psychologique. C'est souvent, on se voit moins bien que... On se sous-estime, pardon, je cherchais ce terme-là. Et cette sous-estime fait qu'on ne va pas forcément aller de l'avant. Et puis, moi par exemple, dans mes premiers boulots quand j'étais étudiant, j'ai fait du customer service. Et une des choses qu'on m'a apprises, c'est au téléphone, c'est de sourire. Ça peut être gênant au téléphone aussi. Moi, quand je suis arrivé au Canada, je n'avais pas l'oreille très, très habituée au bel accent franco-canadien que j'adore vraiment, mais mon oreille n'était pas habituée à ça. Et quand j'avais au téléphone des gens de Chicoutimi, donc du nord du Québec, qui me parlaient, j'étais pas du tout habitué et je me sentais mal et timide de leur dire « Excusez-moi, mais ça fait 5 fois que je vous demande de répéter, je comprends pas. » Il fallait que je le fasse parce que je devais effectivement m'occuper de ce client-là. Mais le dire avec le sourire, le dire avec... surtout, utiliser, comment dire... et c'est comme ça que les hommes politiques même pratiquent. C'est-à-dire qu'une personne comme... on parlait de Obama tout à l'heure, il ne va pas parler comme Barack Obama, il va parler comme le président des États-Unis. Donc il a ce masque, entre guillemets, ou cette autorité qu'il a, et on se rend plus compte maintenant. Mais c'est des gens qui parlent sans dire parce qu'on leur a appris. Et voilà, et arrêtez de dire parce que ça... Donc si vous écoutez effectivement un homme politique, vous allez voir, il dit pratiquement pas ça. Comme tu as dit, Roskati, ils apprennent. Et un Obama ou un... tout à l'heure, tu parlais... Martin Luther King. Bon, il a pratiqué ses sermons, il a pratiqué... Même les hommes d'église. Un homme d'église qui fait son sermon, les premiers sermons qu'il fait, il doit avoir le micro qui tremble. Mais voilà, il y a ce que vous avez à dire et ce que vous êtes. Et encore une fois... Moi, j'ai passé plein de formations, où j'ai fait plein d'ateliers, entre guillemets. J'en ai donné aussi pour parler en public. Ça ne va pas m'arriver parce que je suis très marié, heureusement. Mais si je me retrouve dans un date avec une femme maintenant, je ne sais pas si je vais être capable de parler correctement parce que, voilà, il y a cette timidité-là. J'aurai plus de masque, ce sera Serge Paul. Et puis, voilà, ça passe ou ça casse, entre guillemets. Donc, il faut faire attention à ces deux choses-là. Il y a la timidité professionnelle, sur laquelle on peut travailler, et la timidité personnelle qu'on travaille, mais je pense que de façon différente. Ouais. Oui, et puis vous, c'est quoi les techniques que vous apprenez aux gens dans les clubs que vous dirigez? Vous travaillez sur quelle technique particulièrement? Quand Serge parlait, j'avais une idée en tête, là j'essaie de la... Bien, justement, le oui, les mots, parce qu'on cherche souvent nos mots quand on parle sur le champ comme ça, là, à l'improviste. On cherche nos mots, mais nous, on essaie de demander de faire une pause plutôt que de dire... bien souvent, quand j'entends la radio, étant donné que j'ai été formée pendant 10 ans, au moins plus de 10 ans avec le Toastmaster, ben j'entends tous les puis les hésitations des animateurs de radio, et puis ça me flatte pas dans le bon sens du poil, si on peut dire. Ça m'agace un petit peu parce que je me suis dit, toi, tu es un professionnel de parler en public. Au micro, il faut que tu sois attentif
hésitations, on en fait toujours. Jamais, tu vois, quand tu as parlé, j'en ai entendu quelques-uns, C'est ça. Oui, pas on nos en politiques. fait toujours, mais on essaye de les éliminer ou au moins diminuer les mots comme ça, les hésitations. On a dit, si tu ne trouves pas ton mot, tu arrêtes de parler. Puis en fin de compte, c'est une bonne technique. Si tu arrêtes de parler, les gens t'écoutent encore mieux. Oui. Moi, quand j'étais, ça semble toujours bizarre parce que je dis souvent, quand on me donne un micro, si on me l'arrache pas, je ne veux pas arrêter. Mais c'est une façon de te protéger de la timidité, ça. Oui, et puis, mais ça vient aussi du fait que j'ai beaucoup bégayé. Et personne ne va le soupçonner. Non. Quand j'étais enfant, oui, j'ai beaucoup bégayé, je bégayais énormément, mais vraiment de façon sévère. Pour que je dise un mot, ça va être oui, pour que le mot sorte. Et justement, ma maman m'avait envoyé faire les contes, le récital, les contes, chaque fois qu'il y avait, m'inscrivait immédiatement. Pour que je sache apprendre un texte, le mémoriser et puis aller le dire petit à petit pour que j'arrive à vaincre. Je pense à l'époque là où on vivait dans mon village de Macaco, on ne connaissait même pas la télé, on ne connaissait pas les Toastmasters, on ne connaissait pas mais il y a des techniques comme ça que même les parents de là-bas pouvaient identifier et que c'est souvent des petites choses qu'on ignore. Alors, est-ce que vous pensez que ce qui retient les gens, c'est beaucoup plus parce que les gens n'ont pas une bonne communication, la bonne information autour d'eux, ou bien la bonne compréhension de la personnalité, de leur personnalité? Qu'est-ce qui fait que d'autres pensent que la timidité, c'est une chose négative, et puis d'autres voient ça comme quelque chose qui peut peut-être être renforcé? Je crois que la personne a réagi différemment. Mais pour moi, par exemple, il faut trouver un milieu favorable pour éviter la zone de confort. Et pour moi, par exemple, quand je suis venu au Canada, par exemple, pour l'anglais, je dois sortir de mon confort zone pour parler avec les autres, en anglais, par exemple. Sinon, je ne peux pas parler couramment en anglais. Moi, je crois que pour sortir des zones de confort, il faut avoir une confiance en soi-même. On dit, oh, je peux faire ça. Il ne peut pas faire ça, oh, il ne peut pas refuser, il ne faut pas cacher. Et moi, je reviens maintenant à Toastmaster, parce que Toastmaster, moi, je suis un Toastmaster depuis longtemps, et Toastmaster a donné une confiance en soi-même, parce que vous avez pratiqué le français, par exemple, dans un environnement très amical. Et à Toastmaster, il y a comme un Toastmaster, quand on parle, il y a trois choses. On parle, il faut avoir les contacts des yeux, comme je parle avec vous, je dois regarder vous-même, je ne dois pas regarder les autres. Et la variété de voix. Quand vous êtes triste, vous abaissez la voix. Quand vous êtes heureux, vous haussez la voix. Et les gestes, par exemple, les trois dames là-bas. C'est la combination des trois choses, les contacts des yeux, les gestes et la variété de voix donne la confiance à la personne. Et l'autre chose qu'à Toastmaster, vous faites un discours et il y a évaluateur. Il a pointé le prochain et comment améliorer la prochaine fois. Mais c'est très bien parce que ça vous donne la confiance
Vous pensez que vous pouvez progresser toujours et dans un milieu très amical. Pour moi, c'est ça que j'aime le Toastmaster. Je conseille tout le monde de venir à Toastmaster pour voir. En anglais, on dit que seeing is believing. En français, il faut avoir la réunion pour voir les choses. Ok. Oui. Pardon, je voudrais juste rajouter quelque chose et je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Une des choses que j'ai apprises par rapport à la façon de parler, c'était ce que m'avait dit un metteur en scène lors du pièce de théâtre. Et c'était un monologue. Et j'étais au téléphone avec une personne et j'étais très fâché et très violent dans ma façon de parler. Puis il m'a dit, voilà, apprends ton monologue, présente-le-moi, et puis on va travailler là-dessus. Et c'était le genre de metteur en scène avec qui on travaille, qui autorisait les idées des acteurs, et puis après, il retravaillait ça un petit peu avec lui. Et moi, j'ai vu cet acteur, ce personnage comme un peu un Belmondo, vous savez, si vous vous souvenez, tac, 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 balaboum, très. Donc j'ai dit, tiens, c'est parfait, je vais pouvoir me défouler, je vais pouvoir faire mon texte comme ça. Et j'ai fait mon texte, les feuilles se balançaient, c'était assez démonstratif. Il m'a dit, tu sais quoi, j'aime bien ton personnage, moi je le vois beaucoup plus calme, et je le vois comme un personnage qui va s'exprimer comme ça. Et c'était intéressant parce que ma voix était différente, ma façon de parler était différente, et ce rythme dont parlait monsieur tout à l'heure a fait que même mon langage corporel a changé. Je me suis assis différemment, et souvent, 80% de ce que vous allez dire sort de votre langage corporel. Quelqu'un qui se met comme ça et qui va parler comme ça, ben, il est un peu moins important que s'il se met comme ça et qui va parler quand même à ce rythme-là. Donc il y a tout ça qui est super important à voir. Et dans Toastmaster, on apprend à faire ces choses-là aussi, dont je me souviens il y a quelques années. Mais c'est vrai qu'il faut... Il y a une chose que je me dis toujours, moi, quand je monte sur scène, c'est que si je suis pas timide ou si j'ai pas le trac, c'est quelque chose qui va pas. Il y avait un, juste pour finir, pardon, pour là-dessus, il y avait un acteur très connu il y a longtemps qui s'appelait Louis Jouvet et qui allait dans des cours de théâtre pour rencontrer les futurs acteurs, pour leur expliquer un peu ce qu'ils faisaient dans la vie, tout ça, et leur faisait des ateliers. Puis à un moment donné, il dit, est-ce que vous avez des questions? Puis il y a une jeune fille qui se lève, qui dit, mais moi j'ai une question, j'ai jamais le trac, c'est normal? Et il lui a dit, mademoiselle, ça viendra avec le talent. Et en fait, en fait, c'était juste pour vous dire, ben, si vous n'êtes pas timide, ou si vous n'avez pas le trac, c'est que ça ne vous intéresse pas ce que vous faites, et vous n'êtes pas impliqué, et donc ça veut dire qu'il faut passer à autre chose, et que c'est normal en fait. Tout à l'heure tu disais, il faut utiliser cette timidité, oui, moi je pense que c'est une force. Si on n'est pas timide ou si on n'a pas le trac, au moment où on va passer quelque part, on va faire quelque chose, c'est qu'on n'est pas aussi impliqué que l'on devrait. Et l'essentiel, c'est de ne pas être paralysé par ça, mais de savoir comment on la canalise et comment on peut l'utiliser. Alors, ma question à vous, c'est vrai que vous avez déjà partagé énormément de conseils, énormément d'astuces, là, mais comment on peut amener toutes ces connaissances auprès du commun des mortels? Monsieur et madame tout le monde, les jeunes justement qui sont en train d'apprendre à se faire des amis dans la cour d'école et qui ont du mal à se faire accepter, des jeunes justement qui veulent parler à leur petite amie, les mamans ou les papas qui sont là dehors et qui ont besoin de, oui, peut-être même aller chercher du travail, aller décrocher un emploi, ou aller s'exprimer quelque part, ou parfois même c'est des relations, ce qu'on entend, même exprimer à son médecin qu'est-ce qu'on a, et ainsi de suite. Même à ce niveau aussi simple de communication, parce que ça c'est des techniques très importantes que vous apprenez. Et le fait qu'il y a déjà pas beaucoup de Toastmasters, ça veut dire que tout le monde n'y a pas accès. On souhaiterait que tout le monde puisse y avoir accès, mais pour ceux qui n'ont pas encore accès, comment on peut amener donc toutes ces connaissances-là, ces techniques, comment on peut sensibiliser les gens à leur niveau de pouvoir un peu apprendre ces techniques, quelles sont les bonnes techniques, comment les amener dans sa vie au quotidien pour arriver à ce que je sais que je vous pose une colle.
Mais ça fait partie de la conversation pour faire un peu des suggestions aux gens, pour que les gens voient qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour régler un peu ce genre de barrière qui empêche que les gens se développent personnellement et professionnellement comme il faut. Je dirais peut-être... mais là, c'est une bonne colle. Oui, c'est une bonne colle. C'est une large question. Ouais. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'écris une liste. Si, par exemple, je veux parler à mon médecin, j'écris une liste. Et puis là, à partir de la liste, parce que j'ai quand même des outils déjà en place pour pouvoir m'aider à m'exprimer, faire des listes, écrire ce que tu vas dire d'abord, parce qu'en l'écrivant à la main, pas à l'ordinateur, mais à la main, ça aide à l'assimiler, puis ça te donne un peu plus de confiance parce que tu te sens solide face à un conflit. Surtout si on doit faire face à un conflit, par exemple au travail, il faut parler à un collègue ou une collègue avec qui on a un conflit, et marquer le scénario sur papier va aider énormément à pouvoir l'assimiler, et puis quand viendra le temps là, de le dire et de confronter la collègue ou le collègue, à ce moment-là, la personne se sent plus en confiance pour s'exprimer. Faire des listes, et puis vous aviez de réciter des contes. S'il faut apprendre notre scénario par cœur, bien c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Apprendre, créer ton scénario sur papier et l'apprendre par cœur s'il faut. Oui. Pour convaincre cette timidité à un point de ne pas pouvoir s'exprimer, il faut s'exprimer, parce que ça, c'est la source de tout conflit, et c'est la source des guerres dans le monde, c'est le manque de communication et l'incompréhension de l'autre. Ouais. Alors, si on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on a besoin, comment on peut établir un terrain d'entente entre les deux? C'est ça le problème. C'est la communication, c'est la communication pure et simple. Mais il faut passer par-dessus la timidité. Mais moi, mon conseil, c'est justement d'écrire le scénario s'il faut, et puis de redire, et peut-être en parler à des gens avec qui tu fais confiance. Est-ce que c'est correct, mon approche? Et puis, il y a différentes techniques aussi à comment approcher, parce qu'il faut dire tout le temps à l'autre comment je me sens dans tout ça, s'il y a un conflit en quelconque. Puis des fois, c'est pas facile. L'autre personne a fait des histoires. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non. Et puis, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais il faut, c'est des étapes qu'il faut faire pour améliorer la communication, définitivement. Ben, c'est ça qu'on voit, qui est toujours que les questions de communication sont toujours complexes, et surtout quand on met ça sur l'angle de la timidité, où ça empêche énormément de gens de pouvoir être le meilleur de ce que les gens ont envie d'être ou que les gens ont besoin d'être. Et parfois aussi la limite de ressources, parce que quand je vous entends, ce que vous avez en commun, c'est comment les arts ont pu aider à ce que vous puissiez accéder à aller chercher au fond de vous-même pour développer encore plus d'habileté, pour communiquer, pour savoir comment parler aux gens, comment s'exprimer, ainsi de suite. Mais de plus en plus, c'est des choses qui ont été coupées dans les écoles, les programmes des arts. Je vois, moi, depuis une vingtaine d'années que je suis ici, c'est toujours ce qu'on coupe le plus. On continue de couper. Mais on voit vraiment la différence, parce que je vois, que ce soit moi ou mes enfants, par exemple, j'ai une qui va dans les choses des arts, pas parce qu'elle est intéressée aux arts, elle n'est pas du tout intéressée aux arts, mais comment elle s'en sert pour pouvoir s'ouvrir, pour même se découvrir elle-même en termes de sa personnalité. Elle a fait l'improvisation, le dessin, toutes sortes de choses, d'expression artistique, là, juste pour continuer à se découvrir, Alors, ça revient toujours à voir comment on peut
faire ce déclic-là chez les autres. Pour leur dire, ok, sortez. Est-ce que si les gens ne peuvent pas sortir, il y a des choses qu'ils peuvent faire à partir de chez eux. Moi, dans le temps, je partageais l'autre jour quelque part que quand j'étais enfant, j'ai toujours le souvenir, mon père avait une pratique qui est une fois par année, on faisait 1 ou 2 fois par année. J'étais très enfant. Je crois la toute première, il organisait ce qu'il appelait une réunion de famille, où tout le monde est là et puis chacun doit, dès que tu as 3 ans et que tu peux parler, chacun doit prendre la parole, doit parler, et ce qui fait qu'on apprenait déjà à s'exprimer. Et tu dois dire aussi les choses qui t'ont fâché dans l'année, les choses qui t'ont plu. Si quelqu'un, frère ou sœur, là, il y a quelque chose qu'ils ont fait qui t'a pas plu. Donc, au lieu que tu le gardes, il faut que tu le sortes. Et puis, à la fin, donc, on a déballé tout ça là. À la fin, maintenant, il fallait encore faire le tour où chacun devait dire « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Donc, ça permettait non seulement de s'exprimer sur le moment, mais de pouvoir développer une vision de soi-même, de l'avenir. Donc, il y a toutes ces techniques-là qui existent, qui permettent aux gens de prendre l'habitude de s'exprimer dans un, j'aime le mot que vous étiez en train de dire, confortable. Oui, D'être confortable, oui, de développer cette habitude d'être confortable et puis de pouvoir s'exprimer, d'arriver à dire ce qu'on a envie de dire. Oui, confortable, d'avoir un environnement positif, confortable, mais ce n'est jamais confortable de parler et de prendre la parole. Comme disait Serge, il faut quand même qu'il y ait une espèce de papillon dans ton corps qui te... Là, je vais parler dans 5 minutes, je vais parler dans 3 minutes, 2 minutes. Et il faut avoir cette espèce de sortir dans la zone de confort. Parce que si on reste dans une zone de confort, je pense que Vaughn voulait dire il est important de donner un environnement où c'est sécuritaire pour la personne de s'exprimer sans avoir de jugement. C'est ça qu'on offre à Toastmasters, c'est ça le confort de ne pas se faire juger quand on parle. Mais il faut sortir de cette zone de confort, justement pour aller plus loin, pour progresser dans la vie, il faut vraiment sortir de cette zone de confort-là. Oui, tu voulais dire quelque chose? Et moi, je crois que pour les jeunes maintenant, c'est une vraie chose qu'il a passé beaucoup de temps sur l'Internet, on jouait les jeux. Et puis, par exemple, il y a une blague dans une famille, dans le père, garçon, j'aime parler avec toi. Non, donne-moi un texte. C'est comme ça. C'est toujours penser sur la technologie et il faut éviter ça. Pour éviter ça, il faut créer les occasions pour communiquer, comme dans les réunions de famille ou amener les jeunes ou des associations comme vous-même ou les autres associations pour communiquer, pour exprimer qu'est-ce qu'on aime par exemple. Je crois que c'est très important parce que les jeunes maintenant, c'est beaucoup de temps sur la technologie et abandonner la communication, le contact visuel avec les personnes comme ça. Moi, un autre petit truc que je peux peut-être donner, parce que ça c'est ce que je fais aussi moi, mais en coulisses, pas forcément au théâtre, mais même au travail, si je vais me rendre à un rendez-vous important ou si je vais devoir parler à des gens, j'ai toujours le trac ou j'ai toujours la timidité, mais c'est de faire 5 minutes de méditation. Donc, et ça, on peut le trouver sur YouTube. La technologie a des excès, mais on peut beaucoup l'utiliser. Si vous tapez sur YouTube 5 minutes de méditation en français, vous allez avoir énormément de vidéos qui peuvent vous aider. C'est de la méditation guidée, donc c'est ce qui est très utile au début pour pouvoir ralentir sa respiration et ralentir son cœur qui bat très fort quand on se sent dans cet inconfort-là, entre guillemets.
et permet d'arriver sur la scène ou devant le micro ou devant l'équipe de réunion, parce que ça peut être aussi en réunion ou devant l'entretien. Ça permet d'arriver beaucoup plus calme, d'avoir moins d'anxiété et de pouvoir effectivement, même pendant l'entretien, au bout d'un moment quand on s'exerce, et encore une fois il faut le faire, il faut s'exercer très souvent, de le faire naturellement et que ça devienne une routine, et d'apprendre à mieux respirer et de mieux délivrer son message. Donc on peut aller sur internet aussi et sur n'importe quelle vidéo, comment parler en public, comment vaincre sa timidité, et vous allez trouver aussi un nombre incalculable d'outils, de tips, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir une famille autour de nous quand on est ici, ou des amis quand on vient d'arriver dans une nouvelle ville avec un nouvel emploi. Donc on peut se servir effectivement de cette technologie pour avoir ce genre de tips qui va peut-être plus s'adapter à vous. Si vous avez 3 jobs aussi, c'est peut-être pas facile non plus de s'arrêter là et de dire ok, dans un des jobs, il faut que je parle en équipe, mais qui m'aide. Donc ça peut effectivement être utile. Maintenant, alors l'autre question, c'est comment quelqu'un peut partir un Toastmaster? Comment, si les gens veulent, est-ce que c'est encouragé que des groupes, que les gens lancent des cercles Toastmaster n'importe où ils veulent pour pouvoir continuer à encourager plus de gens à s'en servir? Peut-être Vaughn peut faire. Il y a beaucoup de... À Toastmaster, il y a beaucoup de sites web. On peut voir le test ici, on peut voir le cercle, Toastmaster, le Toastmaster en général. On voit que beaucoup, les anglophones, francophones, on peut voir. À Mississauga, il y a, je sais pas qu'il y a une classe francophone aussi. Toastmaster Brampton, il y a aussi un autre. Et je crois aussi que si on utilise les sites web, on peut voir toutes les informations de Toastmaster. J'aimerais ajouter ici Toastmaster International. Quand on va au site international, on peut chercher Find a Club Near You, et puis c'est la bonne chose à faire. Mais si on veut partir un club Toastmaster, c'est important de faire affaire avec Toastmaster International. Et puis il y a des mentors que tu peux avoir, demander, et il faut que tu réunis ton monde. C'est toujours possible de partir un autre Toastmaster en français ici à Toronto. Le plus qu'on est, mieux que c'est. On va collaborer entre nous. Mais pour question de place, là, si les gens ne peuvent pas se présenter au centre-ville, mais ils sont plus vers Brampton ou quoi que ce soit. Mais il est important pour avoir le programme de Toastmaster, parce que c'est un programme qui a été bien structuré. Là, il y a un nouveau programme qui vient de s'instaurer. Donc, il a été analysé et structuré en fonction des besoins pour la communication. Donc, il est important de communiquer avec Toastmaster International. Et puis, quand est-ce que le francophone, il y aura un spécial de la région de Peel? C'est une bonne question. On y travaille, j'avoue. Ça nous titille énormément. Il faut trouver un endroit où on peut jouer. Et il faut trouver une organisation qui puisse mettre en place toute la communication et la publicité dans les régions, que ce soit à Peel ou que ce soit à Hamilton ou à London. On fait beaucoup de communication sur les médias sociaux, donc on est connu en dehors de Toronto aussi. Permettre aux francophones de profiter de cette aubaine-là, de pouvoir monter sur scène, parce que le faire par soi-même, c'est pas forcément très facile, de trouver une salle et de pouvoir s'exprimer en français. Il y a des open mic anglophones, il y en a des tonnes à Toronto, il y en a sûrement beaucoup aussi sur Peel et sur les régions, mais en français c'est un peu plus difficile. Mais le prochain à Toronto, c'est le 21 novembre. 21 novembre, ok, ça arrive très très bientôt. Oui, une semaine. Ok, c'est excellent. Maintenant, je vais vous poser une question plus personnelle, qui est, à travers ce que vous avez, quelle est la plus grande surprise que vous avez eue de vous-même? Ce que vous avez découvert en vous-même en utilisant ces services-là? Quand on parle de sortir de soi-même, se découvrir, arriver à communiquer. Je sais qu'au début, chacun a dit quelque chose. Toi, tu as dit le théâtre.
tu t'es découvert une passion de théâtre, bon, ben ça c'est une passion. Mais par rapport à toi-même, un peu au niveau tes habiletés, au niveau de ton caractère, de ta personnalité, ben, la question est valable pour vous trois là. Qu'est-ce que, en passant à travers ces programmes, que ce soit Toastmaster, toi aussi tu as passé à travers Toastmaster et puis le théâtre, Franco, qu'est-ce que tu penses vraiment, quelle est une ou peut-être deux choses que tu peux vraiment dire que ça t'a apporté, ou ça a été une surprise de découvrir en toi que ben, tu avais cette force-là que tu ignorais et que c'est grâce à ce parcours-là que tu as pu te découvrir cet aspect? Et pour moi, par exemple, pour le Toastmaster, premièrement la confiance en soi-même. Mais pour moi, à cause de Toastmaster, je suis je peux vivre en harmonie avec tout le monde. Parce que le Toastmaster m'a enseigné qu'il faut communiquer effectivement. C'est-à-dire par exemple, quand vous êtes fâché, je dis rien. Mais après ça, je peux faire, si je aime vous corriger, je dis alors, vous êtes très bien, mais ça va mieux si vous faites quelque chose. C'est tout ce master. Il faut parler, il faut enseigner, il faut avoir des idées dans une circonstance favorable. Et c'est pour ça que maintenant je suis ami avec mes sœurs. Parce que si mes sœurs fâchées pour moi, par exemple, je ne dis rien, mais après ça, un jour, 2 jours, je vais parler sur le sujet. Et les amants, Toastmaster a donné, m'a donné surtout la confiance et puis la tolérance aussi. La tolérance aussi. Quelquefois, une fois que j'aime une personne m'a invité à un restaurant, et quand je viens là-bas, elle dit oh, maintenant, je ne peux pas venir. Et moi, au lieu de fâcher, je dis oh, depuis longtemps, je n'ai pas le temps de me soigner. Maintenant, c'est le temps de m'enseigner moi-même. J'ai commandé de bon vin, bon repas pour manger. Et dans la tolérance à cette personne. Parce que c'est pas la faute de cette personne, mais c'est la circonstance. Il faut accepter la circonstance. Ça, c'est tout ce que je vais enseigner. Ah, c'est génial. Ben moi, je pense que je l'ai déjà mentionné. Il y a 2 choses que j'ai découvert. C'est en fait même mes relations personnelles, mes relations amicales. Mais c'est pas juste Toastmaster, j'ai fait autre chose, je suis beaucoup dans le développement personnel. Oui. Mais j'ai appris à parler en public, puis je ne savais pas à quel point que les gens m'écoutent. Puis ça, c'est un beau cadeau que j'ai eu parce que même au niveau de mon enseignement, si je prends la peine d'être calme et de parler avec calme, les gens, mes élèves m'écoutent. Parce que de nos jours, c'est difficile d'avoir l'attention des jeunes étudiants. C'est très difficile parce qu'ils ont le téléphone pas trop loin. Et oui, le Toastmaster m'a vraiment donné cette capacité de parler calmement et de me faire entendre, de me faire écouter. Et puis, j'ai des témoignages d'élèves maintenant. Ils disent oh madame, vous me manquez parce que je suis en année sabbatique maintenant. Et là, ils m'envoient des emails, ils me disent quand vous venez une fois, vous nous manquez. Alors, oui, ça m'a donné confiance en moi, tout simplement confiance en moi. Et puis, comme disait Vang, quand il y a un problème, j'ai plus de facilité à le régler qu'avant. Avant, je disais rien puis je laissais faire. Mais là, je fais face et puis
je règle le problème. Moi, je vais reprendre ce que dit Louise. C'est vrai que la timidité ou le manque de courage d'aller parler devant des gens, parce qu'encore on se sous-estime et qu'on ne pense pas qu'on va intéresser les gens, et l'impact qu'on a quand on prend un micro ou quand on parle à une équipe, et puis que finalement, les mots qu'on pense être vrais et qui sont authentiques pour nous vont résonner chez les autres parce qu'ils vont voir qu'on est authentique et qu'on est vrai, et que ce qu'on dit, c'est pas forcément quelque chose qu'on a acté ou qu'on a fait semblant de croire. C'est ça ce qui est très important aussi, un des outils, c'est ce que vous dites-le du plus profond de votre cœur et pas parce que vous pensez que ça va plaire aux autres. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Juste dites-le comme vous le sentez, et c'est incroyable le retour que vous allez avoir des gens, et ils vont vous mettre sur un genre de piédestal et vous allez dire mais je ne mérite pas ça, j'ai juste dit ce que je pensais. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que cette timidité et cet inconfort dans lequel on se met, mentalement parlant et humainement parlant, il faut s'en servir parce que ça va vous faire remonter après, parce que les gens, en vous écoutant, vont remonter votre estime, en fait. Voilà. Ça, moi, ce que ça m'a appris, ça m'a boosté mon self-esteem, comme on dit en anglais, désolé pour le terme encore. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui... ça peut être bizarre de dire que parler en public m'a arrangé et m'a fixé mon low self-esteem, parce que c'est ce qui pose le problème, c'est qu'on est en low self-esteem, donc comment aller vers le... Mais voilà, c'est de faire le pas et d'aller effectivement... Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort et puis dire, voilà, ça va pas me tuer. Ça va pas me tuer, je vais en sortir un peu mieux, et puis de prendre une leçon de ça. Et ce que je voulais dire tout à l'heure aussi très important, c'est que le plus on pratique d'aller parler à des jeunes filles dans la cour de récréation parce qu'on est timide, le plus on va prendre des vents, comme on dit, et puis que ça ne fonctionne pas, le plus on va améliorer aussi les relations humaines. Et c'est malheureusement quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, mais qu'on va apprendre dans la rue, dans la cour de récréation, ou même au travail, quand on va faire des échecs en fait. Et donc, faut pas avoir peur de rater son coup. Parce qu'on a toujours une chance de recommencer. Oui, exact. Ben, ça, c'est très très bien. J'aimerais vous écouter encore et encore et encore dans vos expériences. Et c'est vrai que ce qu'on essaye souvent de dire aux gens, c'est de ne pas penser que ça arrive tout seul et ça arrive d'un seul coup. Parfois, il y a beaucoup de pratiques là, il y a beaucoup de pratiques derrière. Et je pense qu'il y a le fameux film, j'essaie de me souvenir de ce roi d'Angleterre là, qui bégayait. King's Speech, c'est ça. Où tout le monde doit le regarder et combien il doit pratiquer encore et encore et encore et encore. Et quand on ne sait pas que la plupart du temps, il y a ces gens apprennent des techniques et qu'on n'est pas obligé de vaincre ces choses-là naturellement, et qu'il y a des techniques, des stratégies qui existent qui peuvent aider les gens à surmonter. Du moment que tu sens, là je parle à n'importe qui nous regarde et qui a cette problématique-là de pouvoir prendre la parole en public, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir même savoir comment relayer un petit peu même ses pensées, ses sentiments, et puis son argument. Il y a des techniques, et d'aller apprendre des techniques, il y a beaucoup de choses. Il faut trouver quelque chose que vous aimez et que vous pouvez développer. Pour certains, c'est le sport, d'autres, c'est l'art, le théâtre, et puis d'aller dans les Toastmasters, trouver des groupes où vous pouvez pratiquer la parole. Moi, je suis allée prendre un cours. J'ai pris, ça n'a pas l'air, hein, mais j'ai pris un cours de public speaking, parler en public. C'était pas parce que je n'étais pas capable de parler, mais c'est parce que j'avais envie d'améliorer un peu la livraison de mon discours. Et aussi parce que j'avais d'ailleurs dit à mon professeur que c'est parce que, petit à petit, je commençais à être sollicitée à aller parler devant des publics nombreux, parce que parler à une salle de 600 personnes, 800 personnes, c'est énorme, et capter leur attention.
Donc, c'était j'avais besoin d'apprendre deux petites choses qui est comment je commande, comment on dit, commander l'audience. Commander l'audience du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, est-ce qu'il y a d'autres techniques que je dois apprendre? Et que j'ai dû prendre un cours. Le deuxième cours que j'ai eu à prendre, curieusement, c'est le stand-up. Et pas parce que je voulais être comédienne, mais c'est parce que quand j'ai publié mon livre en 2011, c'est une histoire très triste, enfin dramatique. C'est pas triste pour moi, mais c'est que je me suis rendu compte que chaque fois que je suis quelque part et que je commence à parler, les gens sont toujours « Oh ». Et puis moi, je dois dire « Non, 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 c'est pas une histoire triste. Non, 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 c'est pas une histoire triste. Ça se termine très, très bien. Ne regardez pas ça comme ça. » Alors, je me suis dit, ben, au lieu que j'ai tout le temps à répéter, c'est pas une histoire triste, il faut que je trouve une façon d'injecter du rire, la comédie, ou comment j'injecte ça dans mes discours sans que ça tourne à la dérision ou que ça enlève l'importance du discours, ainsi de suite, et que je suis allée prendre dans le cours de stand-up pour ça, pour apprendre des techniques qui me permettent de raconter mon histoire sans perdre l'essence de ce que je veux communiquer, mais pour que les gens ne soient pas « Oh! » Oui. Et que, oui. Très bon là-dedans. Et que j'encourage vraiment beaucoup de gens à utiliser toutes ces stratégies qui existent. Et puis, il y a beaucoup de programmes qui existent. Tous les programmes ne sont pas toujours payants. Vous avez dit que Toastmasters, c'est gratuit? Non, c'est pas C'est gratuit, pas mais gratuit. c'est tellement pas cher. Il y a une membriété. C'est très abordable. Il y a une membriété, mais le Franco Open Mic, ça c'est gratuit. Oui, mais Les gens peuvent venir écouter. Parfois, si au début, ça peut être quelqu'un vient juste écouter les autres d'abord. Voir, écouter les autres, et puis ça permet, oui. C'est ce que j'ai fait. Au début, j'étais spectateur, puis je suis rentrée spectatrice. Non, Oui, je suis venue comme spectatrice, et puis après, petit à petit, qu'est-ce que je ferais bien pour la prochaine fois? C'est ça. Mais c'est bien, c'est ça. Mais c'est ça que parfois on peut juste venir observer d'abord. Oui. L'essentiel, c'est de juste prendre cette habitude, je le répète ici chaque fois, de prendre cette habitude de sortir. Sortir de chez soi. Oui, aller voir. Sortir de chez soi. Oui, aller voir. C'est incroyable comme ce geste-là, lui tout seul, donne tellement de confiance. Sortir de chez soi, d'aller voir les autres, voir ce que les autres font, écouter les autres, apprendre des autres, et puis de voir petit à petit, les idées viennent. Et là, de plus en plus, tous les organismes francophones s'épaulent. L'Express, l'Alliance française, Franco Open Mic, Choc FM, tous ces organismes-là offrent des services en français. Et là, maintenant, même les commissions scolaires font pair. La commission catholique et la commission publique font pair avec les autobus, font pair, même ils partagent un même édifice ensemble. L'important, c'est entre nous, comme francophones, c'est de travailler ensemble, parce que ensemble, on fait tellement mieux, hein? Ah, ça c'est un très très bon mot, un excellent mot de la fin. Généralement, on aime faire le tour d'un tour de table pour que vous disiez quel est le conseil de la fin que vous dites. Elle vient de dire, et puis... C'est mon conseil, c'est de, comme vous dites, sortir de ça, une sorte de zone de confort. C'est la bonne chose. Parce que si vous êtes timide, vous perdez beaucoup de choses dans votre vie. Vous ne vivez pas entièrement la vie, vous vivez partiellement la vie. Vous manquez beaucoup de choses. Pour moi, je crois qu'il faut conseiller que vous allez avoir de confiance en soi-même, sortez de la zone de confort. Pour moi, par exemple, mon Toastmaster donne de confiance. Je peux, une fois, dans
dans une partie vietnamienne, 300 personnes. On m'a demandé de chansons de chansons françaises et je peux faire ça. Parce que Toastmaster m'a donné confiance. C'est la première fois que je chantais avant 300 personnes. Mais je peux faire ça. Parce que ça, j'aime sortir de ma zone de confort. De confort. C'est ma conseil, c'est ça. Parce que si vous êtes vite, vous pouvez perdre beaucoup de choses. Vous ne vivez pas entièrement votre vie. Merci. Moi, je voudrais juste rajouter une chose, c'est qu'il y a toujours un moment dans la vie où une action qu'on fait où on n'est pas timide, on se sent bien. On n'est pas timide dans tout. Ouais. On peut être bon en cuisine, on peut être bon en scrapbooking, en tricot, je sais pas, il y a une compétence que vous avez, il y a toujours une compétence. Au Canada, à Toronto, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations de ce genre d'activité-là. Donc, mettez-vous dans un confort, dans une situation de confort. Donc, si vous adorez le scrapbooking, le tricot ou la marche à pied, allez rencontrer des associations qui font ce genre d'activité-là, et puis commencez à rencontrer les gens qui aiment faire les mêmes activités que vous. Ben, vous allez rencontrer d'autres groupes, vous allez vous impliquer avec eux, vous allez vous sortir de votre zone de confort, mais donc vous mettre inconfortablement dans une zone de confort, parce que vous aimez bien cette activité-là. Et ça va montrer aux gens ce que vous êtes capable de faire aussi autour de ça, et ça peut créer beaucoup d'offres d'emploi, entre guillemets, de s'impliquer, de faire du bénévolat à ce niveau-là. Donc c'est ça aussi, sortir de chez soi, c'est pas forcément se mettre directement dans le feu et avoir peur de brûler, mais on peut aller dans un endroit où on se sent à l'aise, tout en étant inconfortablement, entre guillemets. Mais merci beaucoup. Donc vous avez entendu, vous nous écoutez. Maintenant la balle est dans votre camp. Il n'y a plus de raison de souffrir seul et puis de se dire non. Les gens, personne ne va vous avaler là-dedans. Essayez juste vraiment par rapport à une activité où vous êtes à l'aise, vous êtes confortable, une activité que vous connaissez. Ça ferait que si vous rejoignez les groupes où vous partagez les mêmes intérêts, ça va vous aider. Alors, merci beaucoup à nos invités d'être venus aujourd'hui. C'est des thèmes où on ne peut pas tout dire en une session, mais c'est souvent, pour nous, le but c'est de susciter des questionnements, susciter des réflexions et que les gens continuent à poursuivre ces réflexions-là chez eux, dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leur milieu, dans leur cercle, et puis de continuer à trouver des solutions ensemble qui peuvent aider les gens à continuer à se développer personnellement et professionnellement, et puis et qu'on continue de cheminer ensemble. Et alors, je sais que le froid est en train de s'abattre sur nous, mais, mais continuez de nous suivre, nous écouter. 2 fois par mois, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois. On va être ici. J'ai aucune idée de c'est quoi le prochain thème. Mais suivez-nous sur notre page Facebook. On va vous l'annoncer. Et puis n'oubliez pas notre foire interculturelle et le marché de Noël le 14 décembre à l'école Sainte-Famille. Et on attend encore des exposants. Si vous avez un produit à vendre, un service à exposer, appelez-nous pour réserver votre table. Et on donne, si vous pouvez nous aider aussi pour les cadeaux pour les enfants, on a une levée de fonds en ce moment sur mon mur à moi. Rose Cathy Andy, vous pouvez voir. On attend à peu près 200 enfants cette fois-ci à qui on doit remettre des cadeaux. Et vous êtes tous invités de venir fêter. On veut vraiment que ce soit une belle fête interculturelle le 14 décembre à l'école Sainte-Famille. Et tout le monde est invité. Il y aura beaucoup d'animations, de fêtes, beaucoup de jeux, mais aussi surtout le marché de Noël qui a pour but de soutenir les entrepreneurs dans nos communautés qui vendent des produits, qui créent des produits et qui ont des services. Et puis pourquoi pas les cadeaux de Noël cette année soient des cadeaux qui sont les créations de nos entrepreneurs francophones partout. Alors on vous attend, continuez à nous suivre et puis aimez notre page Connecture Canada. À bientôt. À bientôt.